Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous retrouver ce soir pour lancer sa saison Parole, qui accueillera toute l'année rencontres, débats, performances et festivals. Pour cette première rencontre, la BPI s'empare d'un sujet actuel et passionnant, l'élection américaine à venir en novembre. À cette occasion, nous sommes ravis de vous présenter ce soir un événement du cycle Le Monde sur un fil, organisé en partenariat avec la revue Esprit. Anne-Laurène Bujon, directrice de la rédaction, nous fait l'amitié d'animer cette table ronde. Avant de lui laisser la parole, ainsi qu'à nos invités Laurence Nardon, Romain Huret et Harrison Stetler, que je remercie de leur présence, je vous annonce d'ores et déjà le prochain rendez-vous que nous consacrerons à l'élection américaine, en partenariat avec l'INA, le 4 novembre, et pour lequel nous aurons le plaisir d'accueillir de nouveau Laurence Nardon. En amont, le 7 octobre, en partenariat avec Esprit, nous vous proposons un rendez-vous important, la justice internationale face à l'irréparable. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup Azélie Perpiga de cette introduction. Merci à la Bibliothèque publique d'information d'accueillir cette nouvelle rencontre, ce nouveau débat dans cette série que nous sommes très heureux à la revue Esprit d'animer avec la BPI. Bonsoir et bienvenue à tous. Merci d'être là donc, pour évoquer avec nous cette actualité américaine. Donc évidemment, la discussion de ce soir s'inscrit dans une actualité brûlante. Et je pense à la nouvelle tentative d'assassinat dont Donald Trump aurait fait l'objet cette nuit. Mais je crois que notre idée pour cette rencontre, c'est aussi d'essayer de voir s'il est possible, par rapport à cette actualité brûlante, l'actualité aussi du débat de la semaine dernière entre Kamala Harris et Donald Trump. Donc, est-il possible de prendre un peu de recul, d'essayer de dézoomer par rapport à cette saison électorale pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis, comment ce pays évolue, comment sa politique évolue, mais comment aussi peut-être sa société évolue. C'était l'idée du numéro que la revue Esprit a consacré aux États-Unis cet été. L'Amérique contre elle-même, que je vous montre ici. Donc avec cette idée que dans toutes les fractures qui traversent aujourd'hui ce pays, fracture économique, fracture sociale, fracture raciale, peut-être qu'il fallait essayer de faire un peu le tri pour voir ce qui est nouveau dans tout cela, ce qui vient de loin dans l'histoire des États-Unis, ce que ces fractures doivent à une histoire politique mouvementée, et si elles menacent aujourd'hui véritablement l'unité et l'intégrité du pays. Alors pour dézoomer, ce soir, nous avons la chance d'accueillir 3 observateurs avisés des réalités américaines. Tout à gauche, donc Romain Huret, qui est président de l'École des hautes études en sciences sociales, mais qui est d'abord, j'ose dire, historien des États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous intéresse ce soir, et qui est l'auteur notamment récemment d'un livre sur Andrew Mellon, Les millions de Monsieur Mellon, le capitalisme en procès, qui est paru à la Découverte en 2023, et puis de nombreux travaux de recherche, notamment sur la pauvreté et l'état social, mais pas que. Et puis Romain Huret a travaillé récemment à une série de 6 épisodes de podcast que vous pouvez retrouver sur France Inter, qui s'intitule Anatomie d'une démocratie, donc en travaillant à partir de 6 dates clés de l'histoire des États-Unis. Laurence Nardon est chercheuse à l'Institut français des relations internationales. Elle dirige le programme Amérique, et elle a publié tout récemment Géopolitique de la puissance américaine, quel rôle pour les États-Unis dans le monde, qui est sur les tables de libraires depuis la semaine dernière, mais aussi quelques années auparavant, les États-Unis de Trump en 100 questions.
Elle est également productrice d'un podcast que je vous recommande chaleureusement, qui s'appelle New Deal, et que l'on trouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et où on apprend tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur les États-Unis sans oser le demander. Harrison Stetler, immédiatement à ma gauche, est journaliste indépendant et il enseigne à l'Institut catholique de Paris. Je crois qu'il est plutôt... C'est ça, l'ICP ? Oui. Je dirais peut-être plutôt, en tant que journaliste, un observateur de la vie politique française dont il rend compte aux États-Unis. Mais il se trouve aussi qu'il rentre d'un voyage aux États-Unis. Il est américain et où il a voyagé de Boston à la Nouvelle-Orléans. Ce qui fait qu'il pourra peut-être partager avec nous quelques-unes de ses impressions récentes de voyage. On va animer une discussion entre nos 3 intervenants pendant 45 minutes environ, et ensuite vous aurez tout le loisir de leur poser les questions que vous souhaitez. Alors, j'aimerais commencer par évoquer le paysage politique dans lequel se déroulent ces élections. J'ai déjà dit un mot tout à l'heure de la notion de la polarisation accrue qu'on observe aux États-Unis ces dernières années. Du fait qu'on observait de nombreuses fractures économiques, sociales, spatiales, culturelles, qui font que de plus en plus, donc on dit 2 visions de l'Amérique s'opposent. Je ne sais pas si c'est 2 ou 5 ou 7 ou 10, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que de plus en plus des Amériques différentes se côtoient sans parvenir réellement ni à se parler ni à se comprendre. Et je voudrais repartir avec vous, Laurence Nardon, d'un sondage récent du Pew Research Institute qui observe l'évolution dans les valeurs politiques des Américains à intervalles très réguliers. Et ce sondage, qui est paru en août 2024, montrait effectivement que les divisions entre des visions du monde réellement se marquent, se creusent de plus en plus entre les soutiens du Parti démocrate et les soutiens du Parti républicain sur un ensemble de questions, pour aller très vite, les questions culturelles, donc le port d'armes, l'héritage de l'esclavage, les questions de genre, le féminisme, la séparation de l'Église et de l'État, donc toutes questions qu'on pourrait appeler rapidement sociétale, mais aussi sur le rôle du gouvernement, et par là j'entends les services publics, la protection sociale, la lutte contre la pauvreté, le système de retraite, donc vraiment sur quel doit être le rôle du gouvernement, petit ou grand, small government ou big government, comme on dit en anglais, et enfin sur les questions de politique étrangère. Et il faut entendre par là l'importance des alliances militaires ou diplomatiques, des interventions militaires, et de grandes questions sur le rôle que les États-Unis devraient jouer ou non dans le monde. Et à partir de ce sondage qui montre effectivement des écarts qui se creusent, et qui se creusent par rapport à une moyenne aussi, c'est-à-dire qu'on voit une valeur moyenne quand on pose ces questions aux Américains, et puis on voit que les démocrates s'écartent vers la gauche, les républicains s'écartent vers la droite. En tout cas, quand on lit rapidement le sondage, c'est ce qu'on a le sentiment de comprendre. Donc, de toutes ces divisions que dessine ce sondage, est-ce que je peux vous demander, Laurence, sans que ce soit trop englobant, lesquelles vous semblent finalement les plus significatives et pourquoi cette impression que ces divisions, qui en un sens ont toujours existé, vont en s'accentuant ou en s'aggravant, je ne sais pas comment il faut dire. Merci Anne-Lorraine pour cette présentation. Votre introduction, franchement, je pourrais parler après vous pendant 2-3 heures facilement, mais je vais faire une réponse courte et plus centrée sur votre vraie question. D'abord, quelque chose d'assez optimiste, c'est-à-dire que quand même, donc on voit cette polarisation, cette violence, cette colère. On la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on la voit beaucoup sur les chaînes d'information, ça fait des buzz sans cesse. Vous avez tous vu l'histoire des chats haïtiens de la semaine dernière. Et néanmoins, on a quand même l'impression que la plupart des Américains restent des gens extrêmement décents et extrêmement normaux. Et donc peut-être qu'il ne faut pas
il faut toujours considérer que ce qu'on voit émerger sur les réseaux n'est pas forcément la vraie Amérique ou la vraie population. Néanmoins, ce rapport, enfin cette étude de l'été dernier du Pew Research Center a bien montré ce phénomène culturel et politique depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, qui est que toutes les notions et tous les choix politiques des Américains politisés, on va dire, s'alignent. C'est-à-dire que maintenant, les progressistes pensent tous la même chose sur toutes les notions sociétales progressistes, et de l'autre côté, on a des conservateurs qui pensent la même chose, là aussi, sur tout le spectre des questions sociétales de leur côté, de l'éventail politique américain. Et donc, il y a deux choses qui m'ont frappé là-dessus. Et alors, il y a deux choses qui m'ont frappé là-dessus, deux exemples d'une radicalisation que l'on voit de plus en plus ces dernières années aux États-Unis, une sorte de polarisation en miroir, côté extrême droite et côté extrême gauche, enfin on peut dire ultra-conservateur ou ultra-progressiste, si vous préférez ces termes-là. Je vais prendre ces deux exemples parce qu'ils m'ont vraiment frappé. Le premier, c'est sur l'histoire des livres qui gênent un certain électorat. Vous avez tous entendu parler des book banning, du fait de bannir, d'interdire certains livres. Ça se voit beaucoup en Floride, où le gouverneur DeSantis, comme vous le savez, mais les autres États conservateurs font la même chose, interdit un certain nombre de livres qu'il trouve gênants sur la sexualité, sur les questions transgenres, etc., et sur les questions de race d'ailleurs, puisque certains livres de Toni Morrison sont également dans le lot. Il les interdit dans les bibliothèques des écoles primaires, des écoles, des collèges et certaines bibliothèques municipales, avec le soutien d'un certain nombre d'associations de parents. Et donc ça, on est tous au courant et on trouve tout ça très gênant. Et il faut voir qu'en miroir, de l'autre côté, alors c'est pas le même processus, hein, ce sont les maisons d'édition qui vont, elles, faire de la cancellation, alors c'est pas le même terme, et donc faire changer tel terme dans un livre parce qu'il est devenu offensant. Je pense notamment au mot qui commence par un N dans les romans de Tom Sawyer et... Huckleberry Finn. Oui, et c'est écrit par... Mark Twain. Mark Twain, voilà. Merci. Juste pour vérifier. OK. Bon, alors, on est bien d'accord que je ne cherche pas à renvoyer les deux côtés dos à dos. Je veux juste... Parce qu'il n'y a pas d'égalité morale entre les deux actions. Je veux juste dire qu'il y a, comme très étrangement, des actions en miroir qui se produisent à gauche et à droite. L'autre exemple que je veux prendre, et ça, c'est encore plus étrange, et je dois avouer que je ne le savais pas il y a 6 mois. Je l'ai découvert, on était avec Anne-Lorraine dans une réunion d'ailleurs. Bref, c'est la question de l'avortement. Vous avez tous vu qu'après l'annulation de Roe versus Wade par la Cour suprême en juin 2022, l'arrêt Dobbs, les États conservateurs se sont précipités dans des interdictions du droit à l'avortement dans leurs États, et pour certains États, des interdictions totales, c'est-à-dire même en cas de santé de la mère, de viol ou d'inceste. Enfin, les choses sont vraiment très très compliquées, avec en plus éventuellement des dénonciations des médecins. Enfin, une situation qui rappelle vraiment ce livre, La Servante écarlate. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en réalité, il y avait là aussi une dérive du côté des progressistes, avec un certain nombre d'États dans lesquels aujourd'hui le droit à l'avortement l'IVG est autorisé au-delà des 20-24 semaines, qui est le moment de la viabilité du fœtus à l'extérieur. Chez nous, c'est 14 semaines. Donc 20-24, on est assez loin. Et il y a même 7 États, dont le district de Columbia, dans lesquels le droit à l'avortement est garanti, et il n'y a pas de mention d'une date dans la grossesse à partir de laquelle il serait interdit. Alors, je suis sûre que ça ne se je suppose que ça ne se produit pas souvent, bien évidemment, mais tout ça, c'est pour... Et je m'arrêterai là. Pardon. C'était pour dire qu'il y a effectivement une radicalisation à l'extrême droite, on l'a bien vu, mais aussi sur certains sujets du côté progressiste. Merci beaucoup Laurence, parce que en fait avec ces deux exemples très précis, en fait je crois qu'on touche déjà à un ensemble de questions assez vastes, et notamment sur la question de l'avortement.
à cette fameuse question du fédéralisme américain, et donc des différences énormes qui peuvent exister d'un État à l'autre dans la législation sur un certain nombre de sujets. Et donc fédéralisme qui fait partie peut-être des principes politiques américains qui sont aujourd'hui revisités ou qui posent problème, comme à d'autres époques de leur histoire, mais qui redevient un problème après avoir finalement fonctionné cas 1, cas A pendant un certain nombre d'années. Alors, puisqu'on parle d'histoire longue, Romain Huret, je me tourne vers vous. J'ai été frappée en écoutant les 2 premiers épisodes de ce podcast dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce matin, mais donc je me suis précipitée pour aller le découvrir. Le podcast commence de la façon suivante. Il dit « 3 ans après la prise du Capitole, la démocratie américaine est fragile, violente et au bord du chaos. » Donc c'est un choix de la décrire comme ça, c'est peut-être pas le vôtre, c'est peut-être celui du journaliste, mais donc démocratie fragile, violente et au bord du chaos. Et donc j'ai envie de vous poser une question double. 1, est-ce comme ça effectivement que vous voyez la démocratie aujourd'hui? 2, est-ce que c'est vraiment nouveau? C'est une question difficile. Ce qui n'est pas nouveau, c'est ce que Laurence a décrit, c'est-à-dire une société traversée de très très nombreux conflits. Et dans l'histoire des États-Unis, on a toujours eu, et je pourrais multiplier les exemples, de grandes périodes de tension sur la scolarisation des enfants noirs dans les années 50, énorme violence inimaginable aujourd'hui, intervention de l'armée pour que des enfants soient scolarisés dans des lycées. Les années 30, l'arrivée de Roosevelt au pouvoir, crée aussi beaucoup de tensions. On le compare à un dictateur, on le déteste. Il y a des gens qui supportent pas le fait qu'il ait des conseillers juifs autour de lui, des conseillers afro-américains. Énorme tension aussi, les milieux conservateurs le détestent. Ils n'hésitent pas à le faire savoir. Donc et je pourrais multiplier les exemples dans toute l'histoire des États-Unis pour dire que les conflits ont toujours existé et je pense qu'ils sont bons, les conflits. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est bien que dans une démocratie, il y ait des conflits. C'est fondamental. On doit ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord sur l'avortement, la peine de mort, la pornographie, tous les sujets qui ont été évoqués par Laurence, et les citoyens ont le droit. Et je trouve ça plutôt formidable. Et moi, étant français, je trouve qu'aux États-Unis, il y a une liberté de parole des citoyens qui est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en France. Sur la question de l'avortement, par exemple, moi, je n'avais jamais vu des gens, avant d'aller aux États-Unis, qui étaient contre l'avortement. C'est la première fois et qui le disaient très simplement, alors qu'en France, c'est un sujet un peu... Personne, ou la peine de mort. La peine de mort, c'est assez rare d'afficher sa volonté de revenir à la peine de mort. Là, il y avait dans les discussions quotidiennes, à l'université, etc., on pouvait entendre des gens très favorables à ça. Donc je pense que le conflit est une bonne chose. Ce qui est étonnant et ce qui explique pourquoi France Inter a aussi mis en scène le contenu du podcast, ce qu'on dit dans le podcast avec Thomas Negaroff, c'est tout ça a longtemps existé. Et c'est normal, c'est très bien que ça existe, que les gens soient en désaccord. Ce qui est en train de changer depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il n'y a plus de temps de résolution du désaccord. Alors, je m'explique. Il y a un temps en démocratie où on résout les désaccords. Ce temps, c'est l'élection. Et ça, c'est fondamental. On a le droit de ne pas être d'accord pendant une élection. Et donc pendant 10 mois aux États-Unis, parce qu'habituellement c'est très long, 10 mois, c'est un temps de profond désaccord entre deux parties, et on accentue les désaccords. On se tape dessus très violemment, campagne électorale, campagne publicitaire, primaire, etc. Et c'est un temps très violent, débats aussi, qui ont longtemps été très violents dans l'histoire des États-Unis. Mais il y a un moment où le conflit est résolu. Ce moment, c'est le vote. Et donc, début novembre, il y a un rituel qui était très fort aux États-Unis. Vote en novembre, transition d'abord en avril, puis en janvier. Et le parti qui a perdu l'élection cède le pouvoir à l'autre. Ce qui est nouveau, et c'est là où il y a une dimension un peu chaotique dans ce qui se passe, c'est qu'on voit depuis une vingtaine d'années que ce temps de l'élection, qui était un temps sacré, qui était un temps, et je parle sous les yeux d'un citoyen états-unien, donc il le confirmera, mais tous les enfants apprennent le rituel de la transition, racontent l'histoire de Lincoln qui arrivait en train, les 4 mois, etc. Enfin bref, une belle histoire, on en a fait des films, on a fait des récits très émouvants. C'est un temps sacré, c'est un rituel quasi sacré aux États-Unis. On cède le pouvoir. Et c'est d'autant plus important qu'on cède le pouvoir à une nouvelle administration. Aux États-Unis, l'administration et la haute administration est souvent en grande partie changée.
Il y a des fonctionnaires qui s'en vont, les ambassadeurs donnent leur démission la veille de l'arrivée au pouvoir du nouveau président. Bref, il y a tout un rituel qui est très important. Les fonctionnaires s'en vont et la nouvelle équipe arrive et prend le pouvoir. On cède le pouvoir. Ce que je trouve très inquiétant depuis une vingtaine d'années, si vous prenez les différents présidents élus, et ça a commencé avec George W. Bush, qui a été un président qui a été élu par la Cour suprême, donc qui a une légitimité difficile à construire. Ensuite, on a Obama, où on a expliqué pendant des années qu'il n'était pas légitime, qu'il n'était pas citoyen états-unien, et donc il avait triché sur les conditions du vote. Puis Trump, qui a créé dans l'autre camp une forme d'illégitimité, puisqu'on a eu... il a démontré l'aberration du système électoral, où il a eu plus de voix populaires moins de voix populaires, lapsus révélateur, que la personne qui était face à lui. Donc le système des grands électeurs qui a montré une sorte de limite ou d'incompréhension. Et on a eu, en 2020, l'épisode tragique du Capitole, 2021, qui montre bien que ce temps qui est essentiel dans une démocratie, qui est le vote, aujourd'hui n'est plus accepté comme un moment légitime de résolution du vote. Et dans l'histoire des États-Unis, ça renvoie à la période la plus sombre des États-Unis, la guerre civile. La guerre de sécession, c'est un moment où les États du Sud refusent le vote. Ils savent très bien qu'un nouveau président abolitionniste arrive au pouvoir, Abraham Lincoln, et donc il y a un refus d'accepter le vote. Et donc ils vont faire sécession en refusant le principe du vote et la résolution du conflit. Il y avait deux États, le Nord, le Sud, deux visions différentes de l'économie, de la société, de la place de l'esclavage. Et tout d'un coup, le vote ne suffit pas. Ce que je trouve inquiétant, et je ne vais pas du tout prédire quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les institutions ne sont plus considérées comme le lieu légitime de résolution des conflits. Et quand elles ne sont plus là pour résoudre le conflit, il ne reste pas grand-chose. Il reste que la violence, il reste que le paramilitaire, il reste que ce qu'on a vu le 6 janvier 2021. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec le vote, quand on n'est pas d'accord avec les transitions démocratiques, vous devez prendre les armes, défendre votre vision de la démocratie. Donc pour répondre à la question, je pense que les tensions, elles ont toujours existé, elles existeront toujours aux États-Unis avec le fédéralisme, les États, les grandes différences socio-culturelles, économiques de ces 50 États. Mais il y avait un consensus qui était le moment du vote. Et ce qui m'inquiète beaucoup, et on va voir comment va se passer l'élection, on ne peut pas dire qu'elle se passe très bien pour l'instant. On a eu encore hier soir, bref, on voit bien que l'élection est tout sauf apaisée, tout sauf sereine. On a eu un débat assez calamiteux aussi. Bref, on n'a pas des conditions de sérénité qu'on peut attendre du temps démocratique essentiel. C'est important. C'est parce qu'il faut que chacun soit d'accord et que le président élu ou la présidente élue en novembre soit la présidente ou le président de tous les Américains. Là, j'ai l'impression qu'on en est très loin et que je crains à nouveau, il y a beaucoup de signaux montrant qu'une partie de la population ne reconnaîtra pas le vote. On parle déjà de fraude, de tricherie, etc. Et je pense que ce qui a profondément changé, ce qui est très inquiétant, et les États-Unis, à mon avis, ne sont pas le seul pays confronté à cette remise en cause de la légitimité démocratique à résoudre le conflit. Et ça, je crois que ça, c'est tout à fait neuf et je pense tout à fait inquiétant. Merci beaucoup. Et ça anticipe déjà sur les questions qu'on va poser ensuite. Mais si on se remet 4 ans en arrière, c'est vrai qu'on a eu, quand le président Biden a été élu, on pouvait peut-être entretenir encore l'espoir que la présidence de Donald Trump avait été une parenthèse qui allait se refermer, d'autant que le président Biden avait ce message plutôt de réconciliation. Et si on avait espéré que ça n'était qu'une parenthèse désastreuse et qu'on allait revenir à une forme de normalité, effectivement, je crois que 4 ans plus tard, on est assez prévenu contre les illusions de ce côté-là. Alors, Harrison Stetler, vous êtes le plus jeune d'entre nous, là. Je crois que je ne révèle pas de secret qui ne soit pas visible immédiatement. Donc, vous êtes finalement de la génération des millennials, oui. Voilà, qui est entrée en politique avec cette polarisation. Donc, je ne sais pas si elle vous semble particulièrement marquée, je ne sais pas si elle vous semble particulièrement problématique ou si vous seriez d'avis comme Romain qu'il faut du conflit et des divisions en démocratie. Mais j'aimerais vous interroger en fait sur une des hypothèses que faisait notre numéro, qui était qu'il y avait toujours eu des opinions politiques, des préférences politiques très différentes aux États-Unis, mais que de plus en plus, en fait, il était rare de se trouver dans des endroits où on va côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes préférences politiques que vous. Donc réellement, dans la vie ordinaire de tous les jours,
les écoles qu'on fréquente, les églises qu'on fréquente, mais même aussi les restaurants qu'on fréquente. Moi, j'étais dans le sud des États-Unis et il y avait un restaurant, c'est une chaîne de restaurants qui était connue pour être tenue par des fondamentalistes. Et donc, il y a des gens qui me disaient « je n'irai jamais dans ce restaurant » parce que c'est un restaurant conservateur. Donc, c'est vrai que ça va quand même assez loin. Donc, j'avais envie de vous interroger sur ces formes de ce qu'on a appelé dans ce numéro séparation sociale et spatiale, en fait. Que c'est vraiment un espace-temps qui n'est plus partagé avec des gens avec qui on est en désaccord. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous avez pu observer dans ce voyage récent qui vous a mené de Boston à la Nouvelle-Orléans, et comment vous décririez justement l'humeur politique de votre pays, là, de retour de voyage. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à l'Esprit et aussi à la BPI. Je vais aussi juste rebondir sur quelque chose que disait M. Heuret tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a rien de nouveau dans cette question ou cette thématique de la polarisation aux États-Unis. Les guerres culturelles, comme on s'est mis à les appeler au cours de ces 30-40 dernières années, ça a toujours été, ou ça a toujours occupé un énorme espace de la vie politique et de la culture politique aux États-Unis. Donc, cette polarisation, oui, ça a toujours été là. Pour revenir peut-être, et pour faire un peu le lien avec cet phénomène dans la culture américaine et votre question, je connais aussi l'époque où on a aussi vu des périodes où on a eu en quelque sorte cette illusion que il y a eu vous avez utilisé le mot de consensus, qui est un mot qui revient assez souvent dans l'histoire américaine. Il y a aussi plusieurs périodes où on a pu croire que ces conflits quasiment religieuses, ces guerres culturelles quasiment religieuses ont été résolus et la société américaine aurait trouvé une forme de nouvelle paisabilité ou d'un nouvel accord qui aurait résolu ces tensions. Je relisais, en fait, avant de partir en voyage cet été, je relisais un livre que je me rappelle, on lisait assez souvent dans mon département d'histoire où j'étudiais à l'époque, quand j'ai vécu aux États-Unis. C'est un livre qui est sorti en 2015. Et c'est un livre par un très bon historien de University of Chicago qui s'appelle Une guerre pour l'âme de l'Amérique, qui bien sûr fait référence à cette phrase fameuse de Patrick Buchanan, qui, à la Convention républicaine en 92, alors qu'il cède le leadership du Parti républicain à George H.W. Bush père, il déclare quand même la guerre contre cette Amérique libérale de New York, de Los Angeles, le parti de Clinton qui allait vaincre Bush en 92. Et cet livre de Hartman, il s'appelle Andrew Hartman, c'est un historien, je pense qu'il est toujours à l'University of Chicago. C'est un livre de 2015, et donc là, c'est un livre que sûrement, bon, je ne connais pas forcément l'édition aux États-Unis ou comment ça marche, mais j'imagine c'est un livre qu'il a écrit entre 2013 et 2014, donc vraiment l'acmé du mandat d'Obama. Et c'est un livre où il déclare en quelque sorte la fin des guerres culturelles. Il dit, en fait, on est arrivé à une période où, si on regarde, les Américains semblent se retrouver dans une nouvelle forme d'accord. Et bon, à le relire maintenant et repenser à cet argument, d'une certaine manière, ça peut nous paraître complètement absurde. On a évidemment un renouveau de ces conflits. Je reviendrai à votre question sur qu'est-ce qui se passait et si on a vraiment si on trouve des moments de trouver des liens, les lieux de sociabilité où on se croise avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais je voulais juste dire que ça, c'est pour moi et pour cette illusion, et je me rappelle de cette période, c'est l'époque juste avant que je suis parti des États-Unis, ça s'est effondré, on peut parler, c'est juste avant la campagne de Trump, et évidemment, bon, moi j'étais pas fan d'Obama à cette époque-là, c'était la période où je faisais partie de cette mouvance ou de cette nouvelle jeunesse ultra-progressiste, on va dire, du côté de Bernie Sanders, et il y avait vraiment envie d'en découdre avec tout ce que représentait justement le centrisme d'Obama. Donc évidemment, depuis cette période, il y a eu une forme de fracturation, je pense, dans la culture américaine. Je pensais beaucoup à ça pendant ce road trip cet été,
Et en effet, on peut croire à un pays à feu et à sang. Je suis aussi tout frappé par une sorte de common decency aussi des Américains. C'est pas aux yeux, on voit pas forcément un pays à feu et à sang, un pays au bord d'une rupture politique. C'est en quelque sorte ce à quoi je m'attendais, étant dans un milieu assez politisé à Paris, suivant de très près la presse américaine. Je m'attends chaque fois en rentrant de retrouver un pays qui est devenu très, très, très politisé. Et je peux vous dire, en vrai, j'étais assez déçu en descendant de Boston à Nouvelle-Orléans. Chaque fois qu'on a vu enfin une pancarte Trump, regarde, c'est ça qu'on cherchait tout le voyage, de voir ça dans le Tennessee, dans le Mississippi. Et en fait, la seule, c'est pas forcément un conflit, mais le seul, oui, peut-être on peut le dire, un conflit qui s'est pas vraiment ouvert qu'on a eu. Donc moi, pour tout vous dire, j'étais avec une bande d'amis de Paris. Et on s'est retrouvés à New York. Moi, j'étais à Boston chez ma famille un petit peu. Et puis, je les ai retrouvés à New York. Et ensuite, on a démarré. Et ce conflit, pour moi, était assez révélateur à la fois peut-être d'une certaine manque de cette véritable conflit dans l'espace quotidien ou de cette rencontre entre des gens qui se parlent pas. Mais bref, je vais trop longtemps, mais on était dans une petite ville qui s'appelle Oxford. Donc c'est pas l'Oxford d'Angleterre, c'est Oxford dans le Mississippi, qui a une histoire assez fascinante. Peut-être que j'aimerais bien revenir. C'est la ville universitaire de l'État de Mississippi. Donc on est vraiment dans le sud profond, le Deep South, comme on dirait. Et c'est une ville très jolie. On ne peut pas plus carte postale à la Norman Rockwell des États-Unis. Il faut imaginer une place principale avec son hôtel de ville somptueux avec des colonnes en blanc. Autour du place, il y a chaque bâtiment en 2 étages, les restaurants autour, un café très progressiste où si vous entrez dans ce café, vous avez une pancarte qui dit c'est un lieu ouvert à tout le monde. On veut que tout le monde s'identifie comme il s'identifie. Et juste à côté, il y avait un restaurant où, bref, c'est le week-end de la rentrée à cette université. C'est le week-end de la rentrée, donc il y a plein de familles. C'est une ville, une université avec une histoire assez intense aussi du côté de la ségrégation. Peut-être on peut y revenir, mais on est à table dans ce restaurant et on est 4 Parisiens, comme on dit, où je m'inclus maintenant parmi les Parisiens. Et il y a 2 ou 3 tables de nous, une grande famille américaine, peut-être 8 ou 9 personnes multigénérationnelles. Il y a ce qui me paraissait peut-être 2 ou 3 des plus jeunes qui étaient ou qui sont alors inscrits à l'université. Et c'est clair que les autres générations, il y avait plusieurs, peut-être le père ou le grand-père, ils avaient chacun une sorte de veste de l'université. Et bon, on s'est mis à le regarder. Il y avait en fait la raison pour laquelle on a commencé à le regarder, c'est que je pense la femme de la famille, ou qui était la mère des enfants actuellement inscrits à l'université, ressemblait beaucoup à Brigitte Macron. Donc on s'est dit tiens, c'est la sosie de Brigitte Macron ici dans le Mississippi. Bref, ils se sont très vite aperçus qu'on les regardait. Très, très, très vite, en fait. Il y avait, ce que je pose était le grand-père qui est arrivé, et c'est la seule fois où j'ai vu, en effet, un chapeau MAGA. C'était dans cette resto plutôt bourgeois de l'Oxford. Donc la casquette rouge. La casquette rouge, les fameuses casquettes rouges de Trump. Et je supposais que, assez vite, ils ont compris qu'on les regardait. J'imagine aussi, ils se sont aperçus que, bon, on n'était pas dans nos chemises, dans nos pantalons roses, avec nos chemises bleues, avec une casquette de fraternité non plus. Donc on venait soit de New York, soit de-delà en Europe. Je ne sais pas si c'est qu'on était parisiens. Mais moi, j'ai assez vite entendu la mère qui parlait avec son fils à côté de lui. Et c'était clair, elle voulait, je pense que le mot c'est en découdre avec. Elle voulait en découdre avec nous. Elle savait qu'on la regardait. Je pense qu'elle savait qu'on voyait le chapeau sur le grand-père. Et elle savait aussi qu'on ne venait pas de là. Le fils, on l'a entendu aussi, l'a calmé. Et il disait non, il ne regarde pas. Mais pour moi, c'était le plus près qu'on a été de ce conflit avec l'Amérique de Trump. Et quand même, pour moi, c'était assez révélateur d'une certaine division entre nous. Mais
Bon, bref, j'arrête là. Donc, question, est-ce que cette sociabilité démocratique qui impressionnait tant Tocqueville s'est perdue en chemin, et si oui, quand? Ou est-ce qu'on l'a juste rêvé dans un âge doré qui n'a jamais vraiment existé? Donc, c'est une vaste question qu'on ne résoudra peut-être pas ce soir. Et je voudrais quand même en venir donc, dans ce paysage politique que vous nous avez aidé à mieux saisir déjà, les uns et les autres, en venir donc à cet affrontement qui est mis en scène maintenant dans ce dernier moment de campagne avant l'élection du 5 novembre, qui est donc l'affrontement maintenant entre Kamala Harris et Donald Trump. Et après le débat de la semaine dernière, c'est vrai qu'il me semble la plupart des commentaires ont insisté sur vraiment on ne pouvait pas avoir de vision plus contrastée des États-Unis, de personnalité, de style, de posture, de vision du pays et du monde que tout oppose, donc noir contre blanc, avenir contre passé, diversité contre racisme, ouverture contre fermeture, État-providence contre baisse d'impôts pour les plus riches. Mais il me semble qu'assez vite, on ne peut pas vraiment se satisfaire de cette opposition. D'abord, pour beaucoup de gens qui ont regardé le débat, il y a effectivement, vous l'avez déjà dit Romain tout à l'heure, cette idée qu'il a été très peu question de fond finalement, qu'il a été beaucoup question de personnalité et donc on était beaucoup dans le show, pourrait-on dire, et c'est difficile de savoir exactement quelle politique il mènerait l'un ou l'autre. Mais donc ça m'invite à vous poser cette question vraiment très ouverte à tous les trois. Est-ce que vous avez pas le sentiment qu'il faudrait nuancer un peu cette interprétation d'un duel au sommet entre deux Amériques radicalement différentes? Donc je ne sais pas si Harrison, est-ce que vous voulez commencer? Oui. Bon, moi, ce qui m'a un peu occupé la lecture ces dernières semaines, et peut-être c'est un point de cynisme, c'est on a c'est des chiffres peut-être, donc je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense que c'est l'avancée de financement, en termes de financement de campagne de Harris sur oui, c'est vrai qu'on suit de semaine en semaine le Donc, le compteur. Au dernier moment où je l'ai vu, je pense Harris dans son, on dit war chest, je ne sais pas comment le traduire en français. Son coffre de guerre. Coffre de guerre, oui. Dans le coffre de guerre de Harris, je pense qu'il y a quelque chose comme, je veux dire, 400 millions de dollars. Et elle a une avancée d'une centaine de millions de dollars sur Donald Trump. Ce qui, bon, la question c'est qu'est-ce qui les distingue? Je pense que c'est ça. Est-ce que vraiment on devrait voir plus aussi des points en commun entre les deux? Ce qui peut poser question. Pourquoi est-ce que le Parti démocrate, qui au moins sur le papier, avec Joe Biden, il réclame une énorme augmentation des impôts, ou une augmentation conséquente des impôts sur les profits non réalisés, comme on dit. On attend en 2025, il y aura une énorme bataille, peut-être la bataille principale de 2025, en vrai, dans un congrès qui a, en toute probabilité, va être très fracturé. La bataille principale en 2025 va être la question que faire des impôts de Trump de 2017. Donc une baisse très importante d'impôts en 2017 qui est en grande partie un des raisons pour le déficit énorme, la crise budgétaire version américaine qu'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui à lire la presse financière et les commentaires des grandes fortunes et des gens qui se rangent ou qui se sont rangés derrière Harris, c'est tout le monde savent que, ou est assez contente que par rapport à Joe Biden, où en vrai il y avait une certaine angoisse peut-être, à ce qu'on lit dans la presse, par rapport à Joe Biden face à Trump, certains milieux d'affaires sont plutôt confiantes dans l'idée que Harris ne va pas toucher d'une façon aussi dramatique que ça les augmentations et les révisions des impôts de Trump de 2017. Donc je ne sais pas si ça, je pense que ça va être un des batailles politiques au Congrès principal, la question des impôts de 2017 sur la fiscalité. Et à ce sujet, au moins, je pense qu'il y a raison aussi de voir les points de convergence dans les deux. Même question, très vaste. Oui. Donc est-ce que tous les opposent?
D'abord, pour War Chest, je proposerais Trésor de guerre. Ah, Trésor de guerre, beaucoup Mais mieux. bon, oui, je suis tout à fait d'accord que effectivement tous les opposent, l'idéologie, la posture, enfin la vision du monde, et en même temps, donc là je retourne comme une crêpe mon argument. Non, mais ils sont de toute évidence, ils sont pris, et nous sommes collectivement pris dans les mouvements de balancier de la philosophie politique ou de la pensée économique même dans le monde. Et on voit bien que sur tous les sujets, Biden puis Harris, eux aussi, comme Trump, mais ça se manifeste peut-être un petit peu autrement, mais ils sont eux aussi pris dans cette envie de fermeture dont font preuve les électorats dans tout l'Occident et même au-delà. Je prends rapidement, enfin on le voit dans l'économie, où Biden a poursuivi les politiques protectionnistes de Donald Trump en fermant en ne reprenant aucune négociation sur des traités de libre-échange qui étaient encore en cours sous Obama, que Biden a arrêté et que Trump a arrêté, et que Biden n'a pas reprise, en installant des contrôles plus stricts des exportations. Enfin, il y a énormément de sujets extrêmement précis sur lesquels Joe Biden a en fait contribué à fermer les frontières au libre-échange économique et commercial. On le voit aussi sur la politique étrangère, où Trump et la gauche du Parti démocrate sont également en quête de repli et dans une tentation de non-interventionnisme, une volonté de ne plus intervenir militairement où que ce soit. Et on peut voir dans le retrait d'Afghanistan que Trump avait négocié et que Biden a réalisé avec le chaos que l'on sait, en fait la même démarche d'un pays qui peut-être doute de lui-même ou en tout cas ne veut plus être le gendarme du monde. Et je termine sur un troisième cas qui me semble encore plus inattendu, c'est celui de l'immigration. Alors comme vous le savez, Trump raconte qu'il veut, s'il est élu, déporter, c'est le terme, deportation, c'est-à-dire renvoyer les illégaux chez eux, fermer la frontière, mener la vie dure aux étrangers qui sont aux États-Unis même. Ça ne nous surprend pas. Mais lors de son discours d'acceptation à la Convention démocrate, c'était le 22 août, Kamala Harris, dans son discours, a elle-même dit que si elle était élue, elle ferait en sorte, elle appuierait la reprise de ce projet de loi bipartisan qui a été négocié au printemps dernier à la Chambre, un projet de loi sur l'immigration qui est assez strict puisqu'il prévoit, je donne juste un exemple, c'est un projet de loi extrêmement long, de mieux contrôler, de mieux réguler la frontière avec le Mexique. Et par exemple, donc, lorsqu'il y a trop d'arrivées un certain jour, plus de 3000 ou plus de 6000 personnes, je ne sais plus, à un certain point de passage, on ferme ce point de passage pour le reste de la journée. C'est ce projet de loi que Trump avait demandé aux élus du Freedom Caucus de ne pas voter pour qu'ils ne puissent pas être privés d'un argument de campagne puissant dans sa campagne actuelle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les deux candidats semblent pris dans cette évolution, dans ce nouveau cycle de la pensée politique aux États-Unis, qui est celui de la fermeture. Merci beaucoup. Alors, Harrison et Laurence ont tellement bien joué le jeu de répondre à ma question. Est-ce que vraiment tous les opposent? Que maintenant, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont les mêmes. Voilà, Harris-Trump, même combat. Donc, je vous retourne la question, Romain. Je ne pense pas que ce soit le même combat, mais il me semble que c'est le même constat des deux côtés. C'est le constat d'une insécurité sociale très forte de la classe moyenne. Et je pense que ce qui se joue depuis une trentaine d'années aux États-Unis, c'est un sentiment de déclassement nouveau au sein de la classe moyenne qui a été au cœur au XXe siècle de la construction du contrat social aux États-Unis. On a créé une société autour d'une classe moyenne qui avait assez facilement accès à la propriété assez peu chère, et on y arrivait assez facilement, qui avaient accès à un filet de sécurité qui permettait de s'installer, de se marier, d'avoir des enfants et d'assurer à leurs enfants une vie assez confortable, accès à l'enseignement supérieur, puis reproduction d'un modèle familial, accès à la propriété, etc. Depuis une trentaine d'années, il y a de très bons articles il y a dans le numéro d'Esprit,
un très bel article de Matt Desmond, qui est un sociologue de la pauvreté, ou de Bernard Harcourt, qui est un politologue qui est à l'EHESS dans mon institution et qui travaille sur les questions de coopérative et il réfléchit aux nouveaux modèles économiques. Mais les deux font à peu près le même constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème des États-Unis, c'est la classe moyenne. C'est-à-dire qu'on a une classe moyenne qui réalise qu'elle est fragile, elle a de plus en plus de mal à avoir accès à la propriété, notamment les jeunes, elle est très endettée. La question de la dette étudiante est une question qui est fondamentale aux États-Unis. Peut-être tu as des choses à dire sur la dette étudiante. Je rappelle qu'Obama avait fini de payer sa dette, je crois, son endettement étudiant en devenant président. Donc pour vous dire à quel point vous endettez pour très longtemps quand vous êtes étudiant. Et on voit bien que tous les indicateurs se dégradent pour cette classe moyenne. De moins en moins d'Américains sont propriétaires, de moins en moins d'Américains voient leur espérance de vie augmenter. C'est même plutôt l'inverse depuis 2-3 ans. On voit bien que cet indicateur-là, qui était quelque chose qui avait énormément contribué au dynamisme états-unien du XXe siècle. Les États-Unis, la plus grande révolution au XXe siècle, c'est la révolution médicale. On a permis à une population de gagner 20 ans en 40 ans. Les gens vivent encore très longtemps aux États-Unis. J'ai 76 ans, je crois. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête, je vais dire une bêtise. Mais on vit encore très longtemps grâce aux progrès médicaux et à un système hospitalier extraordinaire, un accès à l'alimentation qui est exceptionnel. Enfin bref, il y a quelque chose de très palpable. Là, aujourd'hui, on a, et de manière, et ça touche toutes les générations. C'est-à-dire qu'on a une génération assez âgée qui a le sentiment, et ça doit être terrible, que ces enfants n'auront pas le même niveau de vie. Et là, on a un constat qui est généralisé. Et moi, pour avoir beaucoup d'amis aux États-Unis, ils ont très peur pour leurs enfants. Peur à cause de l'insécurité sociale, mais aussi l'insécurité environnementale, l'insécurité géopolitique. Et donc, il y a un sentiment que finalement, ce pays est en train de prendre un chemin qui est tout à fait étonnant et qui est incompréhensible au regard de l'enrichissement considérable qui a été le sien. Et il y a une jeunesse, on a assez peu parlé de la jeunesse, mais qui est une jeunesse qui met en cause, qui remet en cause finalement ses fondements et qui s'interroge aussi sur le prix qu'elle va devoir payer. Parce qu'on voit bien que cette jeunesse-là n'a plus du tout les mêmes promesses d'accès à la propriété, d'accès à un environnement sain. Il y a aussi un désastre environnemental qui est considérable. Énormément de scandales au cours des 20 dernières années dans beaucoup de villes aux États-Unis sur la qualité de l'eau, la pollution de l'eau, de l'environnement. Bref, on voit très bien que l'environnement se dégrade en quelque sorte pour beaucoup d'Américains. Et c'est pas quelque chose qui est... J'entends souvent dire qu'on parle de colère, et une colère qui serait dans la tête des gens. C'est possible, mais c'est très concret. La colère, elle est liée à l'accès à l'emploi, l'endettement de ses enfants, la maladie, la crise des opiacés. Je pourrais multiplier, ça serait très long. Et je pense que là, on a deux partis qui finalement ont réagi de manière assez différente. On a un parti démocrate qui a longtemps été dans le refus de voir ce qui se passait, je pense, pour une partie de la population, qui a été un peu trompée par la Silicon Valley et cet enrichissement considérable des États-Unis, notamment des deux côtes, côte Est, côte Ouest, et qui a longtemps cru, de manière très optimiste, que finalement cet enrichissement allait ruisseler, que finalement ça allait enrichir tout le monde. Et c'est Hillary Clinton en 2016, que peut-être tu as combattu avec d'autres membres du mouvement Occupy Wall Street, etc., qui avaient l'impression que le Parti démocrate tenait un discours angélique sur les États-Unis, qui avait rien qui était... En effet, la mondialisation a été heureuse pour une partie de la population, mais pas pour toute la population. Et une partie notamment du monde ouvrier, la petite classe moyenne, voyait concrètement sa longévité, son espérance de vie se dégrader. La crise des opiacés a longtemps été niée par le Parti démocrate. Je me souviens de Zuckerberg au lendemain de l'élection de Donald Trump qui décide de faire un tour des États-Unis, qui décide d'aller voir ce qui se passait au cœur des États-Unis, en disant finalement mon pays je ne le connais pas. Je vends un réseau social qui connecte tout le monde, mais mon pays à l'intérieur, je ne sais pas ce qui s'y passe. Et donc il avait commenté son tour des États-Unis où il avait vu le délitement social, économique d'une partie du pays. Et surtout, je le répète, une forme de déclassement intergénérationnel. Les parents ont l'impression d'avoir mieux vécu que leurs enfants. Et c'est quelque chose de terrible de se dire que finalement, ces enfants n'auront pas le même niveau de vie. Et on a eu Trump qui est arrivé là un peu par hasard et qui a fait, je pense en 2016, qui a utilisé ce déclassement comme un outil de campagne, qui lui a instrumentalisé la colère, qui a rajouté une dimension raciale, enfin bref, qui en a fait un outil et qui, je ne pense pas qu'il propose beaucoup de solutions pour résoudre finalement toutes ces difficultés sociales, sanitaires, économiques.
Mais en tout cas, je crois qu'il y a là, à mon avis, un enjeu et qu'on voit, qu'on entend bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de débat de fond hein, et qu'on parle de chiens au lieu de parler d'accès au système de santé et de dette étudiante. Je pense que c'est un enjeu qui est fondamental. L'endettement étudiant, c'est un problème qui est au cœur vraiment de la vie de millions de familles aux États-Unis. Dès la naissance des enfants, vous contractez un prêt pour que votre enfant puisse aller à l'université. Donc vous vous endettez comme parents à 2 ans pour qu'à 18 ans votre... Et ça, et aujourd'hui, on n'est pas sûr que cet endettement, c'est ce qu'on appelle la bulle étudiante, hein, qui est très grave, hein, puisqu'on n'est pas sûr que finalement ce niveau d'endettement puisse les étudiants sont en capacité de faire face à ce niveau d'étudiants. Peut-être on a un exemple devant nous, donc peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes à dire. Mais je pense que tout ça, à mon avis, est au cœur de la campagne. Alors c'est dit de manière totalement désordonnée, peu hiérarchisée, etc. Mais je pense que l'enjeu, et c'est sans doute là où il y a une convergence, c'est qu'on a des tensions et on a des polarisations, mais qui finalement posent la question centrale de réinventer le contrat social. Comment on réinvente un contrat social qui soit plus juste, plus environnemental, les richesses soient mieux réparties d'une génération à l'autre, hein. Il y a des économistes à l'EHESS, Gabriel Cèze et Thomas Piketty, qui ont fait une enquête qui est tout à fait déprimante sur les États-Unis. Dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir le plus grand transfert de richesses de toute l'humanité, d'une génération de gens qui ont fait fortune dans la Silicon Valley, qui vont transférer leurs richesses à leurs héritiers. C'est-à-dire que là, on a un accélérateur d'inégalités qui est exceptionnel dans l'histoire des États-Unis. Jamais les inégalités seront, on peut le dire dès aujourd'hui, hein, seront aussi importantes que dans 10 ans, par ce transfert de richesse qui, pour l'instant, se fait très facilement et sans prélèvement, etc. C'est mécanique, hein, avec des niveaux d'enrichissement qu'on n'a jamais connus dans l'histoire du pays, hein, des fortunes qui n'ont jamais été connues. Elles vont être transférées d'une génération à l'autre. Donc on a des gens pour qui, en effet, la mondialisation, la nouvelle économie crée un cercle hyper vertueux d'enrichissement et de bien-être. Et à côté de ça, on a des gens pour qui le constat inverse est fait. Hein. Et je le répète, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué pour une partie de la classe moyenne. C'est-à-dire que envisager que finalement l'avenir sera plus sombre pour vos enfants que pour vous-même, ça c'est quelque chose qui, dans toute l'histoire des États-Unis, est très neuf. Hein. C'est un pays qui s'est nourri à l'idée de progrès social, de progrès médical, c'est un pays révolutionnaire, hein, donc il est très sensible aux lumières, hein, au fait que vous allez vers le mieux. Là, il est certain que de plus en plus d'Américains vont vers le moins bien, ou en tout cas, leurs enfants iront vers le moins bien. Merci beaucoup. Je crois qu'en éclairant les choses de cette façon, vous montrez bien pourquoi un Donald Trump, quand il tient ses discours absolument apocalyptiques sur l'état du pays, rencontre en fait une certaine humeur sociale, et pourquoi un grand nombre d'électeurs peuvent avoir l'impression qu'il parle pour eux, même s'il n'est objectivement pas du même monde. Et un autre paradoxe intéressant pour moi dans cette élection, qui est que tous les indicateurs économiques sont plutôt bons, et que donc ça devrait profiter à l'équipe en place, mais la perception qu'ont les Américains de leur situation économique, elle, n'est pas bonne du tout. Donc l'humeur est sombre. Alors peut-être j'accélère vers la dernière question que j'aimerais vous poser à tous les trois, pour être sûr qu'on ait le temps de prendre aussi des questions de la salle, et qui est, étant donné le tableau que vous avez fait, les uns et les autres, finalement, c'est une question un peu double, c'est sur quoi va se jouer cette élection ? Quels sont les sujets qui vont compter. Donc vous nous l'avez déjà dit un petit peu sur la question évidemment de la protection sociale, de la dette, de l'environnement. Laurence a mentionné tout à l'heure la question du droit à l'avortement. Mais sur quoi va-t-elle se jouer ? Mais surtout, qu'est-ce qui se joue ? C'est-à-dire, est-ce que pour vous c'est une élection très importante, décisive ? En un sens, il me semble que dans le précédent cycle, en 2020, il y avait une vraie dramatisation des enjeux. C'est l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Et là, peut-être, ça se joue pas tout à fait de la même manière, pas avec la même dramatisation. Mais qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce que vous allez observer ? Qu'est-ce qui est en jeu, en fait, dans ces élections le 5 novembre ? Laurence, est-ce que vous voulez commencer ? Alors, très curieusement, avec l'arrivée de Kamala Harris après le 21 juillet, enfin, lorsque Joe Biden s'est retiré de la course, très
très vite, sa campagne a modifié un peu la stratégie qui avait été celle de l'équipe Biden auparavant, en essayant, de manière un peu inattendue justement, en essayant de dédramatiser cette campagne. Ça, on le voit très bien avec ce côté... la personne de Kamala Harris aide, puisqu'elle a un grand sourire, elle rit très facilement, bon, ok, mais il y a quand même un choix stratégique derrière, qui est d'arrêter de servir à l'électorat démocrate le discours qui avait été celui de Joe Biden, auparavant, qui était un discours très noir et très angoissé sur le thème d'une fin de la démocratie américaine au cas où Donald Trump serait élu. Et c'est vrai, ça, ce discours-là d'une urgence démocratique, d'une catastrophe imminente, avait été donc la stratégie du camp démocrate tout 2023 et puis début 2024. Alors, je ne pense pas que Kamala Harris pense que c'est pas vrai. Enfin, je pense, que une réélection de Trump est en effet assez glaçante assez glaçante pour la démocratie américaine. Mais et le reste du monde ? Et le reste du monde, bien entendu, et l'Arctique et l'Antarctique et tout ça. Enfin bref, je veux dire le reste du monde humain et naturel à la fois. Mais enfin, le fait est que ça n'avait pas fonctionné dans les sondages. C'est-à-dire que agiter cette menace, qui peut être réelle, n'avait pas fonctionné puisque Joe Biden était à la traîne. Et donc, l'équipe démocrate de Harris a choisi d'aller vers quelque chose de plus optimiste, de plus positif, et de regarder vers l'avant et de proposer quelque chose de bien plutôt que de pointer quelque chose de mal. Alors, ça a marché. Aujourd'hui, ils sont... Après, un petit peu de politique politicienne, mais après, je me tais, mais heureusement qu'elle n'a pas raté son débat de la semaine dernière, et néanmoins, ça n'a pas complètement fait changer le curseur sur les sondages, ceux qu'on a aujourd'hui. Donc, bon... Affaire à suivre, mais je me tais. Romain, est-ce que c'est une élection décisive ? Qu'est-ce que vous observez ? Est-ce qu'elle vous inquiète ? Moi, je pense que ce qui est décisif, c'est que les États-Unis arrivent à réinventer leur contrat social. Il y a une demande très forte de la jeunesse aujourd'hui. Il a été rappelé le moment Bernie Sanders, qui est un moment très important de mobilisation de la jeunesse dans le pays, autour de questions sociales, de questions environnementales, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, depuis les années 60. On a eu cette année encore un mouvement aussi de mobilisation de la jeunesse autour du conflit israélo-palestinien. Donc on sent qu'il y a une jeunesse. Il me semble que la politique, elle doit d'abord penser à la jeunesse. Il y a une jeunesse qui bouge, il y a une jeunesse qui s'interroge, il y a une jeunesse qui s'endette, il y a une jeunesse qui craint aussi pour son avenir. Et il me semble que la politique doit d'abord apporter des réponses. Il y a un colistier qui a, dans son État du Minnesota, qui a fait des choses aussi pour l'université publique. Donc je crois que c'est un signal, j'espère fort, envoyé à la jeunesse en disant que l'éducation, la santé, l'environnement seront des piliers à réinventer et créer des formes plus justes. Me semble devoir être au cœur là du débat, et même si pour l'instant on reste un peu sur notre faim quand on attend des mesures un peu plus concrètes et de voir dans quelle direction on va emmener le pays dans les années à venir. Alors Harrison, vous êtes le seul d'entre nous qui va peut-être mettre un bulletin dans cette urne. On a souvent l'impression quand on attend les élections aux États-Unis qu'en fait les Français aimeraient beaucoup voter dans l'élection américaine, mais pour nous ça ne va pas être possible. Mais donc, pour vous, quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce que vous observez avec espoir ou inquiétude dans ce nouveau moment politique ? Je suppose que peut-être une autre façon de poser la question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas l'élection décisive dont ça devrait être. Par le passé, les États-Unis ont connu des élections très décisives. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en 80 et 84, les élections de Reagan, des marges incroyables qui ont fait peur à toute une génération du Parti démocrate et qui a fait en sorte que le Parti démocrate... Oui, une vague, une révolution réganienne. La révolution réganienne en 64. On peut évoquer aussi la défaite de Barry Goldwater, défaite qui
Barry Goldwater a fini par avoir raison, mais en 64, on l'évoquait comme l'élection qui a enfin acté l'avènement du siècle libéral, qui a confirmé la victoire d'une sociodémocratie un peu à l'européenne aux États-Unis. Donc la vraie question, c'est entre ces choix, c'est pourquoi est-ce que c'est pas l'élection décisive dont on a besoin. Ça, c'est un mystère que j'ai pas la réponse. Je sais la réponse auquel j'ai cru et auquel malheureusement je crois Bon, c'est pas que j'y crois pas, mais ça a été en quelque sorte contenu. Ça a été mentionné par M. Auré, Sanders, cette nouvelle gauche démocrate dont l'ambition a été en France on dit regauchiser, mais de remettre le Parti démocrate sur d'autres bases. On peut évoquer les bases comme celle du New Deal de Franklin Roosevelt, pour faire en sorte que le cadre, en quelque sorte, du parti, de la politique américaine serait changé, qu'on ne parlerait pas sur le terrain du conservatisme, du parti républicain, on parlerait sur les bases libérales, on parlerait, oui, des avancées sociales, des nouvelles aides sociales. Et pour moi, ce qui fait en sorte que c'est... Bon, déjà, on parle d'une élection qui va se jouer dans quelques comtés, dans une petite poignée d'États, qui va se jouer à 2-3%. Donc, c'est pas l'élection décisive dont ça devrait être, comme toutes ces deux dernières élections, malheureusement. La question, pour aussi une autre raison pour laquelle moi, je ne pensais pas forcément à l'élection décisive, comme souvent on l'entend, c'est un des tendances de fond dans la politique américaine. C'est aussi une certaine inertie et une stabilité malgré le chaos aussi. Et je n'ai pas forcément je pense que je serais peut-être naïf à dire que, enfin, non, cette tendance qu'on a vue pendant très longtemps va enfin se jouer cette fois-ci en 2024. Ça peut jouer aussi pour le pire comme pour le meilleur. Donc il y a l'énorme lenteur de Washington qui peut enrayer Trump et dans laquelle il était englué aussi entre 2016 et 2020 s'il arrive que Trump soit réélu. Mais de l'autre côté, ce ne sera pas l'élection décisive dont le Parti démocrate a besoin non plus. Juste à voir le rapport de force à Washington, si on pense à une Cour suprême à majorité conservatrice pendant toute une génération, si on pense au Sénat et le fonctionnement du Sénat, bon, on peut rentrer dans les détails, moi je les trouve fascinants, mais c'est vraiment les détails très techniques qui vont peut-être ennuyer, mais cette capacité d'inertie malgré le chaos apparent et le chaos réel du système politique américain, à la fois ça déprime, mais aussi ça donne certaines raisons d'espoir en cas du pire aussi. C'est vrai que tous les derniers présidents, en fait, ont été très entravés dans leur action, et donc ça peut donner l'espoir que Donald Trump serait quand même lui aussi entravé. D'un autre côté, ça peut signifier que le blocage est persistant et que l'envie d'une révolution pour le coup, Donald Trump est quand même une figure extrêmement transgressive, c'est ce que rappelle Bernard Harcourt dans l'entretien qu'il nous a donné dans ce numéro, et l'idée que seule une figure transgressive qui ne respecte rien, aucune des normes, aucune des lois, arriverait à briser ce sentiment de blocage institutionnel. Il y a un vrai risque. Vous avez dit un mot de la Cour suprême, c'est très important, quelque chose qu'on regarde peut-être un peu moins vu de France quand on parle de la vie politique américaine, mais de signaler quand même que cette Cour suprême a donné une immunité quasi totale au président des États-Unis pour tous les actes qu'il aurait pu commettre dans ses fonctions officielles. Et on a mené un entretien avec un constitutionnaliste, Michel Rosenfeld, à qui je posais la question, je crois, pour me rassurer, en lui disant « Mais alors, est-ce que vraiment l'état de droit est en péril aux États-Unis ?»
et je crois avoir posé la question vraiment dans l'espoir qu'ils me disent mais non, pas du tout. Mais la réponse que j'ai entendue, c'est oui, en fait, la Cour suprême a donné par avance le droit à Donald Trump de faire une quantité de choses absolument invraisemblables. Donc c'est vrai que ça, c'est une perspective effrayante. Alors, merci beaucoup à tous les trois. Vous avez été tellement sages sur votre temps de parole qu'on a maintenant une vraie demi-heure pour prendre des questions de la salle qui, vu la diversité des sujets que vous avez abordés, doivent être nombreuses. Alors, qui aimerait poser une question à nos intervenants? Bonjour et merci. Moi, j'ai noté plusieurs choses, remarques. Lorsque vous disiez qu'avant, on pouvait avorter partout, moi, je voudrais quand même vous dire que ma fille a vécu aux États-Unis. Elle a eu un petit copain et c'était dans le Wisconsin. Et la pilule impossible. Il a fallu, heureusement, j'avais la belle-sœur d'une amie française, grâce à qui elle a pu faire frottis, etc., avec prescription. Mais pour ça, il a fallu que j'intervienne et que l'ami aille la chercher dans le Wisconsin pour l'emmener dans le Minnesota. Enfin, vraiment, il y a 10 ans, ça existait déjà. Je veux dire qu'il y avait la loi qui autorisait l'avortement, mais dans certains États, ça n'était pas appliqué parce que financièrement, ça n'existait pas. Oui, merci pour cette question. Je ne pense pas que Laurence ait dit que c'était possible partout. D'accord. C'était juste une remarque. Non, mais c'est intéressant. C'était pour rappeler ça. La loi n'autorisait pas, elle interdisait d'interdire. C'est le mécanisme du fédéralisme américain. Absolument. Oui. Mais les États ne mettaient pas financièrement, ne mettaient pas de finances pour que ça existe. Voilà, c'était juste mon expérience. Sinon, en effet, vous l'avez dit là, à la fin, vous avez bien dit que c'est Trump, c'est non-respect de la loi, en fait. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'aujourd'hui, la démocratie existe parce qu'il y a des lois. Et en fait, Trump, semble-t-il, moi je ne le connais pas personnellement, mais notre vision de nous, les Français, c'est que cet homme ne respectera pas la loi et ne la respecte pas. Sinon, une autre petite remarque. Je vois qu'il y avait beaucoup de questions dans la salle. Je voulais juste dire conflit, c'est peut-être un peu fort, parce que conflit, c'est la guerre, me semble-t-il. Et heureusement, on n'est pas encore en guerre aux États-Unis. Merci. Bon. Est-ce que vous voulez répondre à cette question sur le conflit? Alors, on peut peut-être prendre une deuxième question et une troisième question, et ensuite on va redonner la parole à nos intervenants. Donc, monsieur, il y a un monsieur tout au fond aussi après. Allez-y, monsieur. Merci aussi, c'était très enrichissant. Alors effectivement, nous en France, on a eu un écho assez fort médiatiquement du ralliement de Robert Francis Kennedy Jr. À la campagne de Trump. Et dans ses bagages, il engageait les foules au niveau de la santé, et santé environnementale notamment. Et j'aurais voulu avoir votre regard sur ce switch entre deux partis de Robert Kennedy Jr. et puis comment les deux candidats s'engageaient sur ces thématiques de santé et d'environnement. Vous l'avez esquissé un petit peu, mais j'aurais voulu savoir, voilà, plus globalement, quel était votre regard à la fois sur ce switch politique et à la fois la thématique santé et environnement. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une troisième question ? Bonjour, merci déjà pour votre présentation. J'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez globalement que les Américains, dans la jeunesse américaine, avaient un besoin de réécriture du contrat social. Est-ce que vous pensez que pour un Américain moyen, c'est entendable de se dire on va réécrire un contrat social avec plus de partage quand toute une génération type boomer s'est construite sur un individualisme, sur une surconsommation, a élevé une génération X et Y qui, pareil, connaît ses codes dans une société américaine est quand même très globalement manichéenne et individualiste. Bon, alors, le conflit, la santé, l'individualisme. Qui aimerait prendre la parole sur quel sujet ? Laurence. Laurence.
Non, sur cette question d'avortement, évidemment, le Wisconsin est très conservateur, le Minnesota est très progressiste, donc entre les deux États, ça fait bien longtemps que c'est le jour et la nuit sur cette question. Juste, j'ai lu cet été ce livre de Carol Oates. Joyce Carol Oates. Ouais, The Book of American Martyrs, qui met ça en scène de manière admirable. Je vous recommande ce livre. Alors, sur la question de l'individualisme, c'est très, très intéressant. En effet, il y a ce côté... Enfin, moi, je suis toujours frappée quand on va aux États-Unis, quand on parle à des Américains, combien ils... Alors, je ne sais pas si ça date des années Reagan. Je pense que non, en réalité. Je pense que c'est bien très, très ancré de manière très ancienne, le fait qu'on doit globalement plus compter sur soi-même et sur sa famille que sur l'État qui viendrait à notre secours. Ça, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense que ça reste vrai encore plus après... plusieurs décennies de libéralisme à la Reagan, et que donc l'écriture d'un nouveau contrat social devra être faite par une avant-garde active, mais est-ce qu'elle sera acceptée par le reste du pays? Je ne sais pas. Plus largement, je voudrais juste dire une dernière remarque là-dessus. J'ai un tout petit complément par rapport à ce que vous venez de dire, qui est quand même, c'était assez perceptible dans les discours de Kamala Harris, cette attention à ce que j'appellerais l'économie du care. C'est quand même un thème qui revient beaucoup, et sur le fait qu'il faut aider les individus pour qu'ils puissent s'aider eux-mêmes, ce qui est une réinterprétation de cette philosophie, mais on va dire qu'elle en donne la version quand même protectrice, où il y a bien un rôle pour le collectif d'aider les individus à défendre leurs capacités. Oui, mais c'est le collectif aide... aide le collectif, mais c'est pas quelque chose en surplomb qui vient de l'État. C'est ce que vous dites. Mais justement, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière le rapport Draghi qui est sorti et qui pointe le fait que l'Europe a décroché économiquement, en technologie, etc., en innovation sur les États-Unis. Et le rapport Draghi déplore ce décrochage et appelle à un sursaut européen, etc. Et donc, je lisais dans la presse tous les chiffres merveilleux cités sur l'Amérique et le nombre de start-up et d'innovations et de grandes entreprises qui sont nées dans les 10 dernières années, alors que nous, on est à la traîne, etc. etc. Et en fait, je redis un peu ce qu'on a dit depuis une heure, qui est que, certes, une grande croissance, une grande innovation, mais à quoi ça sert et quel est le modèle social derrière cela, puisqu'on voit qu'avec cette richesse bien supérieure à celle que produisent les Européens aujourd'hui, eh bien, on a à la fin un modèle social qui en fait renforce les inégalités, enfin qui ne redistribue pas aussi bien que les social-démocraties pourraient le faire. Je ne veux pas être dans l'angélisme européen non plus. Je m'arrête. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, Harrison ? Oui, c'est en effet cette question j'y avais pensé tout à l'heure et je voulais justement y revenir aussi, ce sujet du décrochage économique européen. L'autre chiffre que ça oublie tout le temps, c'est la question des émissions. Donc un certain décrochage économique vis-à-vis des États-Unis n'inclut pas aussi le clivage énorme entre le taux d'émission par habitant aux États-Unis et le taux européen, qui est, bon, c'est pas non plus, on n'a pas trop à se vanter ici non plus, mais c'est quand même un peu plus correct que le taux par habitant aux États-Unis. Ce qui, en effet, oui, pour revenir sur la question je pense on peut parler ensemble des sujets comme l'individualisme, l'écologie aussi, et la culture américaine, comment dire, l'écologie, en quelque sorte, est une des absentes de la campagne. Je pense qu'il faut aussi dire l'autre, c'est la guerre au Gaza, je pense. C'est malheureusement, une énorme absence de la campagne actuelle. Mais l'écologie aussi, qu'est-ce qu'on entend? Surtout, c'est la question du IRA. Trump, évidemment, il n'a aucune écologie du tout, c'est drill, drill, drill. Il veut faire ouvrir les vannes du pétrole, mais Kamala Harris, en termes d'écologie, on va continuer sur le chemin de Biden, à savoir le Inflation Reduction Act, qui a tant fait peur à Mario Draghi, justement. Et c'est bon, ça, on revient toujours à un certain problème dans la culture politique américaine, qui est un peu l'impossibilité de penser la démocratie au-delà d'une démocratisation de la propriété. Cette démocratie des propriétaires qui définit en quelque sorte le cadre ou l'horizon du langage et de la culture politique aux États-Unis. C'est ça qui m'a surtout frappé en regardant le discours du démocrate. C'est
il y a cette liste d'individus que Harris elle cite comme celles et ceux qu'elle veut libérer ou auxquels elle veut répondre aux besoins. Elle cite les fondateurs. Elle cite, là, ça a été interprété comme l'énorme clin d'œil à la Silicon Valley qui craignait, est-ce que Harris, vous allez poursuivre avec Biden sur une éventuelle augmentation des impôts sur les profits non réalisés au-delà de 100 millions de dollars qui toucherait exactement, comme M. Reid dirait, à ces énormes fortunes que le capitalisme américain a accumulées depuis une trentaine d'années. Le décrochage économique, si vous allez à Boston ou à San Francisco, à New York, ça saute aux yeux. Il y a un accroissement de capital et de richesse que, peut-être il y a une rue dans le 16e où on peut un peu le trouver à Paris, mais il y a une forme d'enrichissement qu'on trouve un peu difficilement en Europe, j'ai l'impression. C'est une impression superficielle, mais Harris, on dirait qu'elle ne veut pas, justement pour revenir à la question sur l'individualisme, elle ne veut pas forcément toucher à ce que autrefois on appelait le consensus américain, un consensus pour l'individualisme, pour la démocratisation de la propriété comme le cadre et l'horizon de la démocratie américaine. Rapidement, sur 2 points. Le premier, c'est la question de l'avortement. Est-ce que votre récit individuel renvoie à quelque chose qui est très important? C'est la volonté des conservateurs depuis 1973, depuis Roe v. Wade, de mettre fin à Roe v. Wade. Ils détestent ils ont détesté cette légalisation de l'avortement en 1973. Ils comparent alors l'avortement à l'Holocauste, avec des tracts et des livres tout à fait. Et leur stratégie pendant longtemps, parce qu'ils étaient persuadés que la Cour suprême ne bougerait pas en fait. Ils étaient persuadés que la Cour suprême était trop libérale au sens états-unien. Donc leur stratégie a longtemps été de travailler dans les États. Et dans les États, de mettre en place toute une série de dispositifs très discrets qui étaient dans la loi, qui rendaient l'accès à l'avortement très compliqué. C'est-à-dire c'était autorisé, mais concrètement, pratiquement, c'était extrêmement difficile dans les États. Il y a eu un travail qui a été très bien étudié dans les années 80-90 pour rendre pratiquement l'avortement très difficile, notamment dans ces départements du cœur du pays. Et juste peut-être par rapport à la question très intéressante sur la question du contrat social. Je ne crois pas, ou alors j'ai peut-être parlé trop vite ou j'ai dit des bêtises, mais je n'ai pas dit que les États-Unis allaient écrire un contrat social qui serait d'inspiration socialiste ou qui serait du Bernie Sanders triomphant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense que la demande qu'on entend dans la classe moyenne, c'est simplement de faire en sorte que le contrat social qui est vu comme un legs des pères fondateurs, des origines, etc., soit accessible à cette génération comme il l'a été pour les anciennes générations. La question de la propriété privée, par exemple, de moins en moins d'Américains ont accès à la propriété. Il y a de plus en plus de locataires aux États-Unis, et ça, c'est quelque chose qui est frappant dans la longue histoire et dans la place que joue la propriété privée, la maison individuelle, dans l'imaginaire et dans le sentiment d'avoir réussi sa vie ou en tout cas d'avoir fondé un foyer, etc. Et l'autre point important, j'insiste un peu sur la question de l'université qui est très importante. Ce que demande la jeune génération, c'est simplement que les universités publiques aux États-Unis, pas les universités privées, il ne s'agit pas de les nationaliser, Harvard et autres, elles sont privées, elles obéissent au marché, etc. Mais que les universités publiques soient des lieux qui sont financés par les contribuables, je le rappelle, qui soient des lieux qui soient faciles d'accès pour les générations actuelles, comme ça a été le cas pour les parents et les grands-parents. Et beaucoup de ces universités publiques, ce qu'on appelle les colleges aux États-Unis, qui sont des petites universités publiques, ont joué un rôle considérable dans les années d'après-guerre, dans les années 40-50, pour faciliter la méritocratie aux États-Unis. C'était un des lieux où des gens qui avaient peu de capital familial entraient d'abord dans des petites universités, comme undergrad, en licence, se révélaient finalement très doués dans une discipline, et ensuite obtenaient des bourses pour aller vers des très grandes et prestigieuses universités privées, qui avaient tout un système de bourses, Harvard, Yale ou autres. Je prends souvent le cas avec mes étudiants de James Tobin. Vous connaissez ce prix Nobel, la fameuse taxe Tobin. Tobin a d'abord commencé l'économie dans une petite université très peu connue. Il a été repéré, très talentueux, et ensuite il obtient des financements pour aller vers de grandes prestigieuses universités. Mais je pense que ce système-là, il s'est un peu enrayé avec et ça a été très bien montré, ces petites universités jouent moins le rôle de SAS qu'elles jouaient auparavant. C'est-à-dire qu'elles étaient un SAS pour recruter les meilleurs, pour recruter les talents, et ça s'est un peu enrayé.
Et finalement, ce que demande, moi je pense, mais je parle sous le contrôle de quelqu'un de cette génération, c'est que finalement, cette méritocratie, il y a une demande de méritocratie. Il ne s'agit pas du tout d'avoir un nivellement par le bas, mais de dire aujourd'hui, on endette beaucoup les très jeunes, sans promesse d'avenir. Beaucoup doivent travailler et beaucoup abandonnent. Le taux d'abandon est de plus en plus élevé dans ces petites universités. Et donc, on veut finalement que cette génération ait les mêmes chances. L'État fédéral aussi s'est très largement désengagé des bourses fédérales. Il y en a de moins en moins, contrairement il y a 60, aux années d'après-guerre, etc. Donc c'est plutôt une demande finalement de connaître les mêmes choses. Pas une demande de révolution ou de tout changer. C'est d'avoir les mêmes chances, la même égalité des chances et de pouvoir avoir accès à l'enseignement supérieur. C'est une demande qui est très forte, parce qu'aujourd'hui, sans accès à l'enseignement supérieur, c'est très difficile d'envisager une existence sécurisée. Le diplôme le diplôme aujourd'hui, c'est le principal facteur qui différencie le vote. Le niveau de diplôme, par votre niveau de diplôme, on sait si vous votez Trump ou si vous votez Kamala Harris. C'est le clivage numéro 1. Donc c'est un élément extrêmement important. Et je pense, là, pour le coup, que le Parti démocrate aura une politique très, très active en matière d'accès à l'enseignement supérieur, parce que c'est essentiel pour un pays comme les États-Unis. Mais Laurence, tu voulais... Oui, je voulais juste ajouter un truc qui était que, contrairement, de manière contre-intuitive, J.D. Vance, le colistier de Trump, a lui aussi commencé son université publique dans l'Ohio avant d'aller à Harvard ou Yale faire une école de droit. Donc il a totalement bénéficié de ce système que vous décriviez. Sauf qu'il raconte qu'il a été mal aimé par les étudiants et donc il en a nourri un... Ouais. C'était un transfuge il a senti un mépris de classe, en fait. etc. Et donc ça explique son parcours étonnant pour quelqu'un qui aurait pu avoir une autre vie. Et son anti-intellectualisme prononcé aujourd'hui. Alors je pense qu'on peut prendre une autre série de questions. Pardon, oui, je vais donner le micro après. Merci beaucoup à vous trois. Moi, j'avais une question. Le titre est très bon, mais je voulais juste changer la focale parce qu'il y avait une autre grande oubliée du débat, je trouve, c'est la question géopolitique. Comment l'Amérique se positionne dans le monde. Et je trouve que même s'il y a eu quelques éclats de part et d'autre plutôt brouillons, on ne voit pas vraiment comment Trump et Kamala Harris veulent que l'Amérique se positionne dans le monde. On sait que la Chine, moi, pour avoir un peu travaillé dans un think tank américain, je sais que la Chine est la grande obsession en termes de compétition, en termes de concurrence industrielle et économique. Et je voulais savoir, selon vous, quels seraient les programmes et à quoi ressemblerait l'Amérique vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la position géopolitique dans les 4 années à venir en fonction de Trump ou de Kamala Harris. On avait une question tout à fait de l'autre côté. Zélie fait très vite. Merci. J'ai 2 questions. La première, c'était pour revenir un peu sur le manque de détails qui a été apporté sur les 2 programmes des candidats, notamment pendant le dernier débat. Et c'était pour savoir si finalement cette élection, elle se jouait pas plutôt sur ce qu'ils incarnaient plutôt que sur ce qu'ils défendaient. Et si oui, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que finalement cette personnalisation, elle est présente à chaque élection? Et mon autre question, c'était plus, il y avait la génération qui a milité contre le centrisme de Barack Obama qui a été évoquée. Et je me demandais si s'il y avait un peu les mêmes résistances face au recentrisme de Kamala Harris au niveau de son programme, s'il y avait un peu des résistances au niveau de la génération démocrate et des protestations similaires à ce qu'il y a eu par rapport à Barack Obama. Voilà, c'est mes 2 questions. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Une dame derrière. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, ma question, c'est qu'on a beaucoup parlé de la polarisation des États-Unis. Je me demande s'il y a un mouvement un peu plus abstentionniste, si je puis dire, un rejet de la politique aux États-Unis et si ça pourrait poser réellement problème durant cette élection ou si la menace que représente l'autre, de l'un ou d'un côté ou de l'autre, est tellement grande qu'il n'y a pas en fait de rejet du tout de la politique d'une part de la population. Voilà, merci. Merci beaucoup pour 3 bonnes questions, très précises pour le coup, sur les partis, les programmes, les candidats. Est-ce que... Harrison? Oui, peut-être juste sur la question je laisserai à Laurence Nardon d'évoquer la question géopolitique. Peut-être juste un petit mot là-dessus avant de revenir aux questions du centrisme. Sur la géopolitique, oui, Laurence, je pense que vous pouvez parler plus sur la Chine, mais
revenons à ce que j'avais dit tout à l'heure, en quoi la guerre au Gaza et le conflit israélo-palestinien est en quelque sorte un absent assez criant dans cette campagne, au vu surtout du soutien militaire des États-Unis dans le conflit en faveur de l'État d'Israël. Je ne vois pas forcément... on peut évoquer évidemment des différences de nuances entre Trump et Harris là-dessus, mais je pense entre les deux, ils remettent pas tous les deux, aucun des deux remet en cause cette énorme question, cette alliance claire et nette entre les États-Unis et l'État d'Israël. Donc au moins sur ce sujet. Après, bon, on peut évoquer plein de questions et de choses, de nuances entre le contexte avec l'Iran, les accords d'Abraham et sur les différentes nuances entre le Parti démocrate, Harris et Trump et le Parti républicain. Pour revenir, et ça fait un peu le lien avec la question du centrisme, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, est-ce qu'on voit une forme de rejet de cette nouvelle recentrage de la part de Harris vis-à-vis au moins Biden en 2020. D'abord, s'il y a un certain recentrage au moins dans leur rhétorique chez Harris, je pense c'est aussi tout simplement dû au fait qu'elle défend un bilan aussi en 2024. Elle n'est pas... Elle mène pas une campagne contre un président en place. Elle défend un mandat, donc ça peut pas forcément être un récit d'horreur, la campagne, mais il y a, comme j'ai essayé d'expliquer sur les questions des impôts et de la politique économique, je pense qu'on peut s'attendre à un certain recentrage aussi sur la question de la politique antitrust, sur les monopoles, où on a vu une certaine souplesse de la part de Biden ces dernières années en faveur d'une politique contre les monopoles et contre les trusts, qu'on appelle les trusts aux États-Unis, une certaine souplesse, une certaine envie de faire bouger les lignes. Mais sur cette question de est-ce qu'il y a un rejet du centrisme, je pense ça, c'est tout en partie, c'est tout le drame qu'on a vu aux États-Unis depuis le 7 octobre. Cette rejet du Parti démocrate depuis un an a pris la forme d'une critique, d'un désir, d'un renouveau du regard du Parti démocrate dans le conflit israélo-palestinien. Et à cet égard, la réponse a été malheureusement très claire de la part du Parti démocrate et des ténors du Parti démocrate, mais plus largement aussi d'une certaine partie, j'ai envie de dire, de l'élite libérale aux États-Unis, l'élite culturelle. Que ce soit les pages New York Times. Bon, moi, j'ai fait mes études à Columbia, donc je connais très, très, très bien ce qui s'est passé sur le campus de Columbia. Et là, je pense que ça a été vécu par une énorme partie du mouvement social américain comme une déclaration de guerre et un envie de couper net à tous les ponts qui ont été construits. Peut-être pendant le mandat de Trump, autour des mouvements comme le Black Lives Matter. C'est un président de l'Université de Columbia qui laisse entrer sur le campus de l'Université de Columbia le speaker républicain de la Chambre de représentants qui va réclamer le déploiement des soldats américains sur le campus de Columbia. Donc là, c'est une énorme convergence de gens qu'on ne voit pas si souvent ensemble. À savoir une présidente d'université du Nord-Est et le leader républicain de la Chambre de représentants contre les militants qui faisaient une partie de l'énergie il y a quelques années. Donc malheureusement, les ponts qui ont été construits grâce à plein de gens, mais les ponts qui ont été construits dans le stylage du Black Lives Matter, du mouvement Sanders, sont assez fragilisés, même si on peut regretter que Sanders se range derrière Biden pour plein de raisons, et aussi une autre figure de la gauche démocrate, mais on entend beaucoup moins, et là, je pense qu'on est un peu arrivé à un changement d'époque, en quelque sorte, au moins depuis ces 10 dernières années, où c'est une campagne où on n'entend pas cette force à la gauche du Parti démocrate aujourd'hui. Et pour moi, c'est un changement stratégique du moment et du contexte politique très important à voir où ça mène. Voilà, c'est peut-être un des enjeux aussi de cette élection, même si c'est moins important pour nous vu d'ici, mais de savoir ce que vont devenir les partis démocrates et les partis républicains en fonction de l'échec ou réussite de leurs candidats. Donc peut-être le temps d'un dernier mot. Laurence Nardon, il y avait la question géopolitique qui vous a été adressée, et puis il y avait quand même cette question, les États-Unis sont-ils en guerre ou pas? Je ne sais pas, Romain Huret, si vous voulez y répondre, mais Laurence.
Alors, sur la géopolitique, oui, on est dans un moment assez intéressant. En fait, on a vu Joe Biden, pendant les 4 dernières années, essayer de revenir un peu sur ce que Trump, avant lui, et même Obama, dans son second mandat, avait commencé à montrer, c'est-à-dire cette tentation de se replier et de ne plus agir dans le monde. On l'a vu avec Obama, rappelez-vous les frappes en Syrie qu'il a refusé de faire, sa réticence sur la Libye. On l'a vu ensuite avec Trump, alors là c'était totalement assumé. Et Biden a essayé en arrivant en 2021 de redonner un rôle moral dans le monde aux États-Unis. Donc, alors ça n'a pas été très facile, mais enfin en tout cas sa rhétorique était très affirmée là-dessus. On l'a vu avec un discours de Blinken devant l'université George Washington. C'était un peu plus tard, c'était en début 2023, je crois. Bref, donc il y avait eu aussi cette tentative de faire une grande conférence annuelle sur la démocratie. Alors il opposait de manière un peu manichéenne les démocraties dans le monde aux autocraties dans le monde. Alors c'était un peu noir et blanc, le camp du bien, le camp du mal. On voyait bien que Biden parlait non seulement pour le monde, mais il parlait aussi pour l'intérieur des États-Unis, puisque il avait, après le 6 janvier 2021, lui aussi était confronté à une menace antidémocratique dans son propre pays. Bref, mais aujourd'hui, dans cette campagne, avec Trump d'un côté et Kamala Harris de l'autre, on voit bien que, quel que soit celui des deux qui sera élu, la tentation du repli sera à nouveau forte, parce que, bon, Trump, pareil, ok, mais Kamala Harris, elle, même si dans ce qu'on sait de ses propositions de politique étrangère, elle se montre assez ferme. Pendant la convention, elle a assuré qu'elle soutiendrait les forces armées, qu'elle s'occuperait des soldats, qu'elle serait un commander-in-chief tout à fait haut niveau. Elle était un peu obligée de cocher cette case lors de la convention. Mais derrière elle, il y a des équipes qui sont beaucoup plus réticentes à l'action et à l'étranger, et notamment Phil Gordon, qui est son conseiller pour la sécurité nationale, et qui lui aussi est un guerrier réticent, comme c'est ce qu'on disait d'Obama. Et donc, je pense qu'en politique étrangère, que ce soit, quel que soit le dossier, la Chine, l'Europe, Russie, Ukraine, relations transatlantiques, je fais un deuxième panier assez large, et puis le troisième qui est le Moyen-Orient, en fait, on voit, alors il y a des différences évidemment, Gaza en est une, mais on peut quand même tirer le fil sur ces 3 dossiers et des 2 côtés d'une envie de repli des États-Unis. Et donc, à nous, Européens, en tout cas pour ce qui nous concerne, de nous prendre en main. Il y avait d'ailleurs un article dans Foreign Affairs la semaine dernière sur les démocrates aussi devraient développer une politique America First. Romain Huret, un dernier mot ? Rapidement, sur 2 points, peut-être la frustration dont beaucoup ont parlé par rapport à la campagne actuelle est liée au fait qu'il n'y a pas eu de primaire dans les 2 partis. Et ça, c'est tout à fait étonnant aussi. Les primaires sont un temps très intéressant de la vie politique, hein, avec des affrontements à l'intérieur du parti. Et là, Gaza pour le Parti démocrate, ou les questions environnementales, le programme, on aurait sans doute eu une toute autre campagne s'il y avait eu vraiment des candidats finalement choisis qui avaient été obligés de s'expliquer, de se combattre et d'arriver à construire une plateforme, un programme politique qui est le fruit de la primaire. Hillary Clinton ou Biden avait souffert pendant la primaire, et donc avait dû construire, avait dû entendre l'aile gauche du parti, ou même chose pour le Parti républicain. On est obligé de construire avec. Peut-être un dernier point sur la question de la guerre et sur le repli. Moi, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup quand on parle des États-Unis, c'est le très fort niveau de militarisation de la société états-unienne à l'intérieur du pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un des pays les plus militarisés qui existent. Les chiffres sont... Et Bernard Harcourt les rappelle, rappelle bien l'importance du militaire aux États-Unis, pas en dehors, ce qui explique aussi l'envie de retrait, parce qu'on est... Après le 11 septembre 2001, il y a eu une politique va-t-en-guerre. On a énormément mobilisé, on a multiplié le budget de manière colossale de l'effort de guerre. Le budget de l'armée a pris une place considérable pendant de très longues années. On a envoyé beaucoup de soldats à l'étranger. Aujourd'hui, les États-Unis, il y a 2 millions de soldats réserves actives. Il y a 16 millions d'anciens combattants. Si vous ajoutez tous les gens qui travaillent dans le complexe militaro-industriel,
qui est très présent dans beaucoup d'États, États du Sud, États de l'Ouest, États du Centre aussi, qui joue un rôle très important parce que l'armée nourrit des familles, nourrit des familles entières, et donc joue un rôle très important. Je pense qu'il y a une présence très très forte du militaire dans le pays et qui explique ce qu'en Europe on a appelé, après la Première Guerre mondiale, la brutalisation du pays, à savoir la guerre laisse des traces, même si elle est lointaine, même si elle est professionnelle, puisque l'armée est professionnelle, même si elle se joue en Irak et en Afghanistan, quand les anciens combattants reviennent, ils ont une manière de parler, une manière d'envisager la société, les rapports humains, le rapport au monde. Et on voit très bien aujourd'hui que le discours politique est très brutal, très brutalisé, avec une montée des violences qui est de plus en plus forte. C'est pas ce qui s'est passé hier qui me contredira. Intéressant aussi, je vais comprendre, alors je n'ai pas vu les détails sur la vie du tireur, mais c'est souvent des gens qui ont, de près ou de loin, ont approché des épisodes militaires. Je crois que je vais comprendre qu'ils voulaient partir en Ukraine, etc. C'est des gens qui sont intéressés, comme pour la prise du Capitole. C'est des gens qui, certains, étaient des anciens combattants, qui avaient combattu en Irak et en Afghanistan. Donc là, il y a une donnée, à mon avis, qui est intéressante et qui fait des États-Unis un pays qui n'est pas complètement en guerre, parce qu'une guerre, ça se déclare. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt un pays qui a tendance à limiter le nombre de déclarations de guerre, mais qui est loin d'être en paix non plus. C'est-à-dire qu'il est présent sur de très très nombreux terrains d'opération, et ces terrains d'opération renvoient des gens dans le pays, et qui sont souvent très mal pris en charge, qui sont souvent... Il y a un taux de suicide, par exemple, parmi les anciens combattants, qui est un des plus élevés du monde aujourd'hui, de gens qui quittent l'armée, et qui tentent de revenir à la vie civile et qui n'y arrivent pas. Donc je pense que là, il y a aussi une des clés pour comprendre ce qui se joue là. Et chez les deux candidats, le Parti démocrate a fait beaucoup d'efforts pour avoir des candidats qui viennent de l'armée, des gens qui sont très proches du monde militaire aussi, parce que c'est là où le Parti démocrate est moins présent et les résultats sont moins bons. Mais je pense que prendre cette donnée en compte est tout à fait fondamental, parce que la société américaine est très 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 militarisée. Et probablement l'une des... Avec Israël par exemple, ou la Russie, il y a des pays qui sont extrêmement militarisés. On a là un pays où la chose militaire joue un rôle considérable. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois, j'ai un truc pour aller encore, pour renforcer ce que vous dites avec une autre idée. Sur cette militarisation de la société américaine, il y a aussi un autre facteur aggravant, qui est qu'après les opérations en Irak et en Afghanistan, mais surtout en Irak, une grande partie du matériel que les États-Unis avaient déployé dans ce pays ont été rapatriés aux États-Unis et donnés aux forces de police fédérales et locales. Et donc, ils se sont retrouvés avec des tanks ou des Humvee ou des armements de niveau militaire pour leurs opérations de police locales. Et donc, Oui, merci. Et c'est toutes les images qu'on a pu voir tout au long de cette année 2020, avec des émeutes, effectivement, où il y avait des images de quasi-guerre dans les rues des grandes villes américaines. Et donc, tout ça est assez terrifiant. Et comme tout est toujours à contraster, à nuancer quand on parle des États-Unis, c'est peut-être vrai partout, mais aux États-Unis en particulier. J'ajoute quand même que dans cet entretien que nous a donné Michel Rosenfeld, donc le professeur de droit constitutionnel, sur faut-il être très inquiet pour la démocratie américaine et pour pas finir sur une note trop sombre quand même, Michel Rosenfeld disait qu'une des choses qui le rassure, lui, c'est que l'armée américaine reste quand même une armée démocratique qui a juré de servir la Constitution et qui croit à un contrôle du militaire par le civil. Et que donc, en tout cas, si tentative de coup d'État il devait y avoir, c'est assez peu vraisemblable de voir arriver un coup d'État militaire aux États-Unis. En tout cas, un très grand merci à nos trois intervenants, Romain Huret, Laurence Nardon et Harrison Stetler, pour leurs éclairages sur cette élection qui reste quand même très intéressante. Enfin, moi, je vais continuer d'observer avec beaucoup de curiosité ce qui se passe dans les semaines à venir. Merci à tous. Bonsoir. Un immense merci à nos 4 intervenants, à Anne-Lorraine Bujon pour l'animation de cette soirée passionnante. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain en petite salle à 19h pour une rencontre avec l'auteur-dessinateur Emmanuel Guibert. Merci beaucoup, au revoir.